Donc nous sommes là dans une chambre de malade à la clinique Al-Nasser justement pour parler de traitement chirurgical de l'obésité. Il faut savoir que nous disposons au jour d'aujourd'hui de plusieurs techniques qui permettent de traiter les obèses et surtout les obèses sévères. Et ces différentes techniques ne sont pas en concurrence. En fait, pour chaque malade correspond une technique qui est la plus adaptée et la plus appropriée. L'objectif étant de perdre du poids, de ne pas reprendre du poids, de ne pas avoir de complications inhérentes au traitement que nous avons adopté et d'avoir la meilleure qualité de vie possible. Le choix de la technique va dépendre énormément de facteurs propres au patient. Séjour médical nous envoie toutes les données concernant le patient, son obésité, son ancienneté, les maladies associées, ses habitudes alimentaires, son mode de vie, ses activités extra-médicales et sportives éventuellement. Nous analysons tous ces éléments-là en collaboration avec toute l'équipe médicale qui m'entoure pour pouvoir choisir l'opération qui sera la plus sûre et la plus efficace et la plus adaptée au patient en question. Sur le plan du principe des opérations, nous disposons aujourd'hui de deux classes d'opérations. Les opérations restrictives, dont l'objectif est de réduire le volume de l'estomac, avec pour corollaire une diminution des apports alimentaires, ce qui va induire une perte de poids. Et la deuxième classe d'opérations, ce sont les opérations qui incorporent une part de malabsorption, qui, elle, va majorer l'effet au niveau de l'amaigrissement, mais qui impose un certain nombre de précautions et d'attitudes particulières en post-opératoire. Ces deux types d'opérations se complètent parfois, mais ne sont pas en opposition, et c'est au final sur un certain nombre d'éléments que se fera le choix. Il y a deux types de bypass. C'est le bypass en Y et le mini bypass ou bypass en oméga. En fait, la différence est uniquement une différence sur le plan purement technique et des objectifs à en attendre. Si l'objectif est de plutôt miser sur le caractère malabsorption, c'est plutôt le bypass en oméga ou le mini bypass qui va être choisi parce que la longueur d'intestin court-circuité est plus longue. Et donc c'est une opération où la composante de malabsorption va être prédominante. Si par contre nous cherchons une malabsorption mais nous voulons beaucoup plus un effet restrictif, ça sera plutôt le bypass en Y qui sera choisi parce que la longueur d'intestin court-circuité est plus courte. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le bypass en Y est une opération qui permet de résoudre des problèmes où nous voulons que ce soit plutôt la malabsorption qui soit prédominante. L'exemple le plus typique, c'est le malade qui a échoué après une sleeve gastrectomie. C'est le malade qui grignote à longueur de journée. Le grignoteur ne mange pas beaucoup, mais mange plusieurs fois par jour de petites quantités. Le fait de réduire uniquement le volume de l'estomac ne va pas régler son problème. Par conséquent, ajouter une composante de malabsorption, c'est ça qui va apporter la solution à son obésité. Et plus nous voulons jouer sur ce facteur malabsorption, puis la longueur d'intestin court-circuité sera longue, et plus nous nous rapprochons du mini-bypass en oméga. Et si par contre nous ne voulons pas trop axer sur ça, ça sera plutôt un bypass en Y. Ce choix est fait généralement par le chirurgien et l'équipe médicale qui traite le dossier du patient, en ayant expliqué au patient, bien entendu, au préalable, les conséquences de ces deux opérations. Quoi qu'il en soit, les deux types de bypass ont en commun un fait, c'est les déficits en vitamines ou oligo-éléments que cela peut induire. Cela se comprend aisément. Nous avons parlé d'une portion d'intestin qui est court-circuitée, qui n'absorbe pas les aliments et par conséquent qui n'absorbe pas non plus les vitamines et les sels minéraux que nous mangeons. Et par conséquent, l'organisme va se retrouver en déficit en sels minéraux ou en vitamines, d'où la nécessité de prendre des traitements de suppléance obligatoirement après un bypass, suppléance en vitamines et en oligo-éléments pendant le plus souvent de longues périodes qui peuvent dépasser les 2 ans et obligatoirement la nécessité d'un contrôle régulier pendant toute cette période, généralement tous les 3 mois, pour s'assurer qu'il n'y a pas de déficit malgré ces traitements supplétifs et auquel cas il faudra bien entendu intervenir et donner les supplémentations nécessaires pour corriger cela. Alors, en plus du fait de régler le problème de poids, ces différentes techniques ont un autre avantage qui est celui de régler le problème des maladies associées à l'obésité
est liée à l'obésité, à savoir en premier lieu le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes de cholestérol. Les deux techniques, que ce soit la sleeve ou le bypass, ont un effet positif sur ces maladies-là et il y a une amélioration de la situation dans pratiquement la moitié des cas. Mais le bypass est plus efficace pour traiter ou améliorer un diabète qu'une sleeve gastrectomie. Ceci est dû au fait que les aliments vont court-circuiter cette partie initiale de l'intestin et ce bloc pancréatico-intestinal qui suit l'estomac. Ceci va induire des modifications hormonales au niveau de l'organisme qui vont booster un petit peu l'activité du pancréas et nous observerons dans 60 à 70% des cas une guérison du diabète lorsque le malade bénéficie d'un bypass à la condition que le diabète évolue depuis moins de 5 ans. Et dans 30% des cas, une amélioration nette du diabète qui va nécessiter moins de médicaments pour être bien contrôlé. Ceci est également vrai pour l'hypertension artérielle qui est améliorée dans pratiquement la moitié des cas ou les hypercholestérolémies qui sont améliorées dans 60% des cas. Donc au final, ces techniques de chirurgie bariatrique sont efficaces. La sleeve gastrectomie permet de perdre autour de 5 à 6 kg par mois et de perdre à peu près autour de 75% de l'excès de poids. Le bypass permet de perdre autour de 6 à 7 kg par mois et de perdre pratiquement 80 à 85% de l'excès de poids. Les résultats à moyen et à long terme sont relativement bons avec une stabilité. Les cas d'échec ne sont pas très importants, ils ne dépassent pas les 10%. Le plus souvent inhérent peut-être à un mauvais choix des techniques au départ ou à un mauvais comportement alimentaire par le patient en post-opératoire, mais pour la majorité des patients, leur vie change. Nous constatons chez nos patients opérés une reprise de l'envie, une amélioration des problèmes psychologiques qui ont été induits par cette obésité, une reprise de l'activité sportive parce qu'on se sent plus souple, plus sûr sur ses jambes, moins mal au niveau des genoux, moins mal au niveau des chevilles, une reprise du goût de la vie et une réadaptation au niveau de l'alimentation. Les bons résultats encouragent les patients à poursuivre dans une hygiène de vie, beaucoup plus qu'autre chose, une nouvelle hygiène de vie. C'est une nouvelle vie qui commence pour eux.